Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle rencontre insolite avec une invitée pétillante hors du commun qui me fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est Virginie Delalande. Bonjour Virginie. Merci beaucoup. Alors pour les personnes qui nous retrouvent, Virginie a un appareil qui va traduire mes mots, ma voix en mots. Donc il y aura un tout petit décalage de réponse, donc ne vous inquiétez pas. En effet, Virginie est sourde de naissance, avocate, coach et conférencière. Elle a su dépasser les obstacles pour faire de son handicap une force et atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis conférencière et coach et j'accompagne les gens pour qu'ils puissent développer leur potentiel et devenir l'artiste de leur vie. Et aujourd'hui, mon invitée Virginie Delalande a un parcours incroyable. Pour beaucoup, on vous a rencontré lors du Grand Oral de France 2 et j'ai eu l'occasion de vous voir sur scène également et je trouve que vous incarnez la personne la plus déterminée à faire de son rêve une réalité. Donc, merci du fond du cœur d'être là aujourd'hui. Je voudrais savoir comment ça va là tout de suite maintenant. Eh ben, écoute, plutôt bien. Disons que j'ai passé une excellente nuit, qu'il fait très bonne heure, que j'ai tiré de mes chiens avec un chocolat chaud à côté. Tout va bien. Super. Alors, devenir l'artiste de sa vie, c'est oser entreprendre sa vie. Quel genre de petite fille était Virginie? Alors, j'étais une petite fille très joyeuse, pleine de vie, très curieuse, passionnée de lecture. Et quand j'ai découvert ma surdité à l'âge de 8 ans, un petit peu par hasard, puisque pour moi, j'étais une enfant normale comme les autres, même si je n'entendais pas. J'avais l'impression que je ne posais de problème à personne. Jusqu'à justement cet événement qui a été un peu douloureux. Et là, disons que j'ai basculé très rapidement dans l'adolescence avec cette observation fine du comportement des gens vis-à-vis de ma différence. Donc, je me suis rendu compte que les gens avaient un peu de mal à m'approcher parce qu'ils avaient peur de ne pas savoir comment faire, que je ne les comprenne pas ou de ne pas me comprendre. Et puis, il y a eu après toute cette dimension de mal à l'aise par rapport à la différence. Et donc, j'ai commencé à devenir un petit peu plus introvertie, à être un petit peu moins à l'aise, à essayer de comprendre en fait comment arriver à gérer et continuer à être bien intégré. Et ça a été en fait le début d'une vision de la vie un petit peu pessimiste. Je me doute. Passer d'un petit rayon de soleil avec les nuages qui arrivent avec le comportement des autres. Merci de nous partager cela parce que la première conférence que j'ai faite, c'était assumer sa différence. Et pour le coup, vous êtes vraiment quelqu'un qui assume sa différence. Et ce qui me paraît essentiel pour les gens qui nous écoutent, c'est comment transformer cette différence en dépassement de soi. C'est ce que vous avez fait en fait. Comment cette petite fille, même si elle était introvertie, qu'est-ce qu'elle est allée chercher au fond de son cœur pour oser se dépasser? Alors, je pense que malheureusement, dans certaines situations, il faut vraiment descendre très très bas pour trouver la réponse. Et moi, je l'ai trouvé par une dépression, une première dépression à 15 ans, qui a un petit peu passé inaperçue. On m'a dit, bon, ça va, arrête de pleurer. Et une deuxième plus sérieuse avec des pensées suicidaires que j'avais 28 ans. Et j'ai du coup évidemment entamé une thérapie pour essayer de comprendre qui était vraiment, quelles étaient mes qualités, quelles étaient mes forces, quels étaient ces dons,
ces talents naturels que je pouvais mettre au service de notre activité. Et j'ai par ailleurs appris à comprendre quel était mon mode d'emploi personnel. Parce que quand on est différent, on nous apprend à rentrer dans le moule. Donc on nous dit, parle pas, bah, tu vas parler, et puis tu vas faire comme les autres, des études, etc. Et les gens autour ne mesurent pas forcément, et c'est normal, puisqu'ils ne le vivent pas, la difficulté dans laquelle on peut se trouver à essayer de rentrer dans le moule. Et donc, ce gros apprentissage que j'ai dû faire, c'est savoir comment arrêter d'être dans le moule. Comment finalement percevoir les moments où j'étais en difficulté en rentrant dans le moule et essayer de trouver des réponses pour faire autrement, c'est-à-dire obtenir le même résultat que les autres, mais par mes propres possibilités. Merci. Et donc, Pardon. j'étais en restauration depuis l'âge de 28 ans jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui fait que je suis tellement épanouie. Merci Virginie. Alors, ce qui est important pour les gens qui nous retrouvent et qui vont certainement revoir cette interview en replay, c'est que vous êtes la première avocate sourde et vous n'avez jamais entendu votre voix. Et non. Donc, ce que vous faites là, c'est vraiment incroyable. C'est que vous avez travaillé pendant plus de 20 ans, fait de l'orthophonie pour apprendre à parler, apprendre à lire aussi, parce qu'en fait, vos parents ont su par les médecins, on leur avait dit, elle ne parlera jamais, voilà, étant sourde de naissance, c'est très compliqué. Et c'est vraiment, quand je dis dépassement de soi, c'est un travail, mais vous avez été d'une persévérance incroyable. Donc, bravo, comme quoi, quand on veut, et c'est cette détermination qui vous a vraiment aider à vous dépasser. Alors justement, pour les gens qui nous écoutent, parfois on est dans une dépression, comme vous dites. C'est l'entourage aussi qui vous a aidé au-delà de votre force intérieure? Alors, au-delà de ma force intérieure, parce que, en fait, je me suis rendu compte surtout que les personnes qui déprimaient étaient des personnes fortes. C'est-à-dire des personnes, en fait, qui avaient encaissé, essayé de tenir, etc. Et à un moment donné, crac. Mais parce qu'il faut vraiment aller au bout du bout de tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de se sortir. Et pour moi, en fait, la dépression, c'est clairement le sentiment d'être incompris, le sentiment d'être seul face à une problématique à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution, de porte de sortie. Et dans mon cas de figure, ça a vraiment été ce besoin, entre guillemets, de partager avec une autre personne qui me permettait de voir les choses de manière plus, comment dire, avec davantage de recul. Et qui me permettait également de sortir de cette emprise psychologique de tout voir au noir, de ressasser sur rien de même passé, je n'y arriverai jamais, moi je pensais y arriver, mais tout le monde me le disait, et les autres finalement ont raison, et donc comme ils ont raison, je n'ai pas d'alternative, mais pourtant je sais au fond de moi que c'est possible, mais je ne sais pas comment, et je devenais pas dans cette avec ça. Et donc, c'est vraiment d'avoir trouvé sur mon chemin des personnes qui ont été au-delà du jugement de la personne déprimée, bah voilà, elle ne n'y apportera rien, elle est triste, elle n'y apporte une énergie négative. Ces personnes-là sont allées voir avec moi ce qui se passait vraiment. En fait, c'est aussi toutes les personnes qui vous ont tendu la main, parce que quand vous avez commencé vos études de droit à Alsace, les professeurs ne comprenaient même pas votre envie d'apprendre. Enfin, pour eux, c'était incompréhensible. Et c'est vos camarades de classe qui vous ont permis, grâce aux cours, comme quoi, enfin, en préparant l'émission, je suis allée écouter ce que vous expliquiez, et je me dis, mais c'est incroyable.
la bêtise humaine. On ne comprend pas le handicap, du coup, c'est juste, on le nie. Les gens sont dans le déni, en fait. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut dans le déni de, comme il faut une personne qui parle, il n'imagine pas le degré de perspective. Donc, il se dit, ouais, elle a des petits problèmes d'édition, elle a un peu penasse, etc. Alors que pas du tout. Au contraire, il part ma tête, etc. Et il y avait aussi, à cette époque-là, le fait que j'étais très mal à l'aise pour expliquer ma surdité. En fait, je disais le moins possible pour essayer d'éviter de faire peur. Donc, je n'avais pas forcément le choix de m'adapter, je n'avais pas forcément la bonne énergie. Parce que l'énergie, ça fait tout de la relation qu'on a avec les personnes. Quand on a plein de confiance, quand on a une énergie positive, quand on rayonne, on peut tout dire aux gens. Les gens sont en capacité de recevoir, parce qu'ils perçoivent l'énergie avant de percevoir les mots. Et une énergie positive rassure. Donc on se dit, bon, elle va bien, elle n'a pas de problème, elle essaye de s'en sortir, de trouver une voie, une porte de sortie. Alors que s'il arrive avec mon énergie négative en disant, ben voilà, il y a des problèmes, j'ai du mal à suivre et tout ça, il faut dire, oulala, c'est la boule le problème. Alors c'est la manipulatrice. Donc je pense, avec le recul, que mes professeurs se sont dit, non mais en fait, c'est une grosse feignasse, qui fait tout pour récupérer les cours et pour le reculer après autre part. Et donc, on va la virer de ça. On va lui casser ce petit trip de manipulatrice ou de feignasse. Et ils n'ont absolument pas aperçu à quel point pour moi c'était difficile et à quel point pour moi c'était entre guillemets le combat de ma vie. Et je pense que les étudiants qui n'avaient pas en fait cette dimension de protection de leur cours, donc en fait protection du droit d'auteur, parce que ces professeurs qui rédigeaient les cours et c'était les meilleurs professeurs de droit qu'on puisse avoir dans une université française. Il y avait aussi cette peur, la peur du plagiat, cette peur de la diffusion des cours, puisque en France, ça ne se fait pas des données digitales comme aux États-Unis. Alors maintenant, ça commence grâce au coronavirus, mais on est quand même dans une tradition française un petit peu écrite où les élèves doivent aller au cours, etc. Et donc, moi, j'étais complètement à contre-courant de tout ça et je leur demandais, entre guillemets, une remise en question totale de leur manière de faire avec en plus des problématiques juridiques. Et cet apprentissage, Virginie, parce que là, on parle de la faculté, de l'université, mais petite, quand les médecins vous disent elle n'apprendra pas à écrire et à lire, vous-même, c'est votre petite Jiminy Cricket, la petite Virginie battante, comment elle déploie j'allais dire, des ressources. C'est vos parents qui vous ont aussi accompagné pour aller à l'encontre des médecins, parce que quand on est parent et qu'on nous ferme les portes en tant qu'un professeur ou personnel médical, comment on fait pour les pousser et leur dire non, ma fille apprendra à écrire ou à lire? Alors, pour la petite enfance, donc avant d'arriver à l'école, mes parents, je pense, avaient déjà un peu ce côté rebelle. Oui, donc je pense que c'est un peu génétique cette histoire quand même. Et ne pas accepter qu'on puisse condamner la vie de leur enfant. Donc ils se sont dit, bah, nous on n'en sait rien, on pense que c'est possible, on va essayer. Et ils ont eu la chance en fait assez rapidement de tomber sur des personnes qui leur ont dit effectivement, oui, il y avait raison, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, etc. Mais c'est possible. C'était très rare en France.
mais ce n'est pas parce que c'est rare que c'est impossible. Pas possible. Et ensuite, quand on est arrivé à l'école, la maternelle, c'est un petit peu la garderie pour beaucoup de parents. Donc, je vous dis, bon, bah, on est à la garderie et puis on va voir comment ça se passe. En fait, chaque année, vous essayez d'avoir des professeurs ou des directeurs d'école qui acceptaient de voir, d'essayer. Et quand j'étais une enfant assez dégourdie, curieux, il n'y avait aucun problème. Et même j'étais en avance sur toute la partie motricité fine, la partie intelligence, analyse des situations, adaptation à la cuisine, etc. Bah, ça se passait bien. La seule chose, c'était la partie parole. On avait du mal à nous comprendre quand je parlais, et la partie cuisine à l'oral. Je faisais en fait comme mes camarades. J'étais très dans l'observation. Alors justement, est-ce que, parce que c'est vrai que quand on vous a découvert, ne serait-ce qu'au grand oral à la télé, se dire c'est incroyable d'avoir quelqu'un qui est capable de parler et de se faire comprendre tout à fait normalement, mais qui n'entend pas sa voix. Est-ce que vous êtes passé par l'étape de la langue des signes où vous avez le fait de travailler et d'apprendre ces mots avec une orthophoniste, vous avez switché, j'allais dire, la langue des signes ou pas du tout? Alors, la langue des signes, je ne la connaissais pas avant l'âge de 18 ans. Mes parents, justement, avaient fait le choix de ne pas m'apprendre la langue des signes, qui était pour eux la langue des sourds et la langue, entre guillemets, et je m'excuse pour les personnes parce que je ne partage pas du tout cet avis, la langue des sages. Pour eux, c'était inconcevable que je sois associée à un sage, à quelque chose de visuellement grotesque. Alors aujourd'hui, il me dit, c'est ça qui a fait que, bah, entre guillemets, je n'ai pas eu le choix, puisque je n'avais pas d'alternative. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'aller jusqu'au bout sans me décourager. En revanche, moi, j'ai appris la langue des signes par choix, parce que c'était vraiment une démarche qui était importante pour moi. Je trouvais que ça faisait partie, entre guillemets, de l'identité d'Assure pour être au complet. C'est avoir la capacité de s'adapter au fait à son interlocuteur, qui partage son handicap ou pas. Et quand je me retrouvais avec des personnes qui s'exprimaient en langue des signes, je ne comprenais absolument rien qu'elles me disaient et j'étais incapable de leur répondre malgré toute la gentillesse qu'elles pouvaient exprimer à mon égard. Donc, j'ai vraiment eu cette volonté d'apprendre la langue des signes. Je ne la connais pas parfaitement, mais je suis complètement capable d'avoir une conversation aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est incroyable de se dire je n'ai pas d'alternative, je vais devoir apprendre à parler de mots que je n'entends pas. Je parle de ça aussi parce qu'on s'en rend compte et on en reparlera ensuite qu'avec le coronavirus justement et toutes ces histoires de masques, tout le monde met les mains devant enfin, on a quelque chose devant notre bouche et je pense, et j'en fais partie puisque j'ai perdu 40% d'audition, donc je vais devoir être appareillée bientôt, beaucoup de gens prennent conscience qu'en fait on ne comprend rien. Soit ils ont compensé en lisant sur les lèvres depuis des années, donc ils n'ont pas perçu qu'ils avaient perdu de l'audition. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très complexe parce qu'en fait, on prive une partie de nos sens. Alors justement, avant de reparler du masque inclusif, j'aimerais que vous parliez d'énergie tout à l'heure. Comment vous avez du coup très jeune développé d'autres sensations, de ressenti de l'autre? Alors, bah, j'ai déjà développé le sens de l'observation, Oui. que toute la partie visuelle.
Donc, je me suis accrochée à tout ce qui est langage non verbal, corporel, visuel, au niveau du visage. Et par la suite, j'ai développé aussi une notion de l'observation par rapport à une situation, par rapport à un contexte. C'est-à-dire que normalement, avec la lecture labiale seule, donc je rappelle que je n'ai pas du tout, moi je n'ai que la lecture labiale, donc avec la lecture labiale seule, les scientifiques disent qu'on comprend à peu près 30% d'une phrase. Si vous imaginez une phrase assez simple, et vous enlevez 70% de ce qui est écrit. Et en plus, évidemment, vous n'enlevez pas le mot pas intéressant, vous enlevez le mot intéressant. Parce que c'est cela le plus dur à comprendre. Et en plus, parfois, il y avait des mots qui sont coupés. Donc, vous n'avez même pas le mot en entier. Et donc, pour pouvoir composter ça, ça m'a permis justement de m'aider le seuil de l'observation, le seuil du contexte, toute la partie, comment je peux dire, langage non verbal, corporel, etc. Et donc, ça me permettait de compléter encore de 30%. Et ensuite, le reste, c'est mon cerveau. Le cerveau se dit, bon, ok, par rapport à la situation, il y a 3 possibilités et que ça paraît comme un bizarre, ça n'a pas vraiment de sens, alors on élimine, maintenant, regarde la deuxième possibilité, ah, c'est pas mal. Et maintenant, la troisième et la probabilité entre la deuxième et la troisième possibilité pencherait plutôt sur la troisième possibilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il m'arrive parfois d'avoir des compréhensions. C'est comme mon cerveau a fait le mauvais choix, tout simplement. Il a pris la mauvaise route. Exactement. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte que le mot le plus important dans une phrase, c'est le sujet et le verbe. Et quand on a un échange à 2 personnes, ça va, c'est facile, puisque on se focalise sur le visage de la personne d'attaque. En revanche, si nous sommes 3 ou 4, à ce moment-là, il y a une espèce de ping-pong qui se fait. Et pour moi, le jeu est de repérer le plus rapidement possible la personne qui a pris la parole pour éviter de louper les premiers mots. Parce que si je loupe les premiers mots, c'est là où la malentendu se produit le plus facilement. Voilà, donc c'est comme ça en fait j'ai réussi à créer un écosystème qui me permette d'avoir l'air à peu près normal. Bravo en tout cas, et j'allais rebondir là-dessus en disant, dans un groupe, vous allez vers celui qui a la plus chouette énergie. Les autres... C'est ça. Alors, c'est la personne qui a la plus belle énergie, la personne la plus ouverte, la personne qui articule le plus, ou la personne la plus bavarde, celle qui anime la soirée, parce que ça me permet de me mettre face d'elle et justement d'avoir le moins possible le ping-pong, puisque c'est elle qui va parler le plus. Donc, tu d'adaptation. Alors justement, la petite fille introvertie qui a su dépasser ses peurs, elle se retrouve à oser passer à la télé devant énormément de gens. C'est quoi votre ressource là à l'intérieur dedans que vous êtes allé chercher? Ouh là 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 là, très bonne question. Disons que ça s'est vraiment fait sur plusieurs années. Je pense que la première étape a été de me chercher personnellement un terrain d'épanouissement, comment réorganiser ma vie pour qu'elle soit la plus agréable possible par rapport à ma retraite. Donc, par exemple,
j'ai fait une sélection dans mon entourage pour éliminer toutes les personnes qui me disaient non mais Virginie, avec ta surdité, tu reprends, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tant que tu n'y arriveras pas, ça va être un peu compliqué pour toi. C'est là dehors. Au revoir. Voilà, dehors la porte. Ah! Parce que j'avais déjà mes peurs, je ne voulais pas me rajouter en plus celles des autres, et puis je ne voulais pas entendre des barrières que je ne voyais pas moi-même, puisque j'avais déjà du mal à gérer les barrières que je voyais. Donc voilà, nettoyage de mon entourage. Et puis après, je suis allée chercher toutes les situations dans lesquelles j'étais inconfortable. Donc, nos conversations de groupe. Les bars très bruyants, très peu éclairés, enfin, ce genre de situation. Et j'ai essayé de trouver des alternatives pour pouvoir faire en sorte soit d'y aller, mais à mes conditions, pour quand même passer un bon moment, soit faire le choix clair de ne plus y aller. Comme ça, j'ai éliminé aussi toutes les situations de ma vie. Oui, j'avais le sentiment que mon handicap m'était réveillé en pleine figure et que je devais subir. J'ai arrêté de subir tout simplement. Donc, quand j'ai fait ce gros travail dans ma vie personnelle, je me suis attaquée à ma vie professionnelle. Puisqu'il y a des paramètres qu'on peut faire de sa vie personnelle qu'on ne peut pas faire de la vie professionnelle. Par exemple, virer les collègues qui ne nous aiment pas à cause de notre handicap. Ça, c'est pas possible, on est obligé de reposer avec. Donc, c'est arriver justement à trouver sa place, arriver à se rendre indispensable, arriver à s'épanouir dans un univers professionnel. Une fois que j'ai fait ça, je suis allée chercher qui était vraiment finalement. Quelles étaient les choses qui me faisaient vibrer, quelles étaient les choses pour lesquelles j'avais envie de m'engager corps et âme, jusqu'à travailler comme une seule et ne pas voir le temps passer, voir avec qui, quelle personne j'avais envie de travailler, dans quel environnement, quel était le cadre de vie et professionnel et personnel que je souhaitais là-bas. Et donc, j'ai décidé de mettre tout ça en harmonie. Donc, j'ai commencé par déménager pour être dans le lieu que j'aime, j'ai fait un métier pour me mettre en compte, etc., etc. Et suite à tout ça, j'ai eu la chance d'avoir été contactée par une réalisatrice de documentaire qui souhaitait traiter de la surdité. Donc, au départ, elle souhaitait faire 4 portraits de surdité différentes, une surdité de naissance, une surdité acquise, une personne sourde aveugle, puis je ne sais plus quel était le 4e portrait qu'elle voulait faire. Et une de ses amies me connaissait et elle m'a rencontrée pour essayer de trouver des personnes qui seraient les plus intéressantes pour ces portraits-là. Et donc, nous avons échangé pendant 2h30 et au bout de ces 2h30, elle m'a dit non, mais en fait, je ne veux pas 4 personnes, je te veux toi. Donc, ma réaction première a été de refuser. Finalement, moi, la télévision, c'est non. Moi, vous, par des millions de personnes, c'est non aussi. Et puis, je n'ai rien d'intéressant à raconter. Bref, un syndrome de l'imposteur total. Et je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon entourage, aux personnes que j'aimais. Elle me dit, putain, elle me dit, non mais tu rêves, mais bien sûr que si, tu vas le faire ce documentaire, c'est tellement intéressant, c'est tellement important pour les parents qui ont des chaussures, pour les jeunes qui cherchent un modèle de référence, de réussite professionnelle et personnelle. Donc, il faut que tu fasses ce documentaire. Non, je ne suis pas d'accord, ok.
Et on est parti pour 2 heures de tournage. Et à la sortie, ça a été un très heureux succès sur Arte. Et suite à ça, des personnes me disent, mais tu devrais venir faire des conférences dans les universités d'orthophonie, de la sensibilisation pour des médecins, pour des parents, etc. Je me suis dit, voilà, c'est un peu ambitieux, j'ai une voix un peu bizarre, bop, bop, bop. Et en même temps, je me mentais à moi-même, puisque pendant ces 2 heures de tournage, j'avais également fait une formation de conférencière. Mais je n'en avais dit à personne. Et puis, je ne sais pas que j'attendais en fait. Bon. Et un jour, une personne vient me voir et me dit si un jour tu fais des conférences, tu m'appelles. Puis on me dit oui, 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 mais le oui, oui, tu ne crois pas. Oui. Je l'ai passé 2 mois et j'étais justement dans cette phase de me dire Virginie, il faut que tu sors de ta zone de confort, que tu réalises tes rêves. Et j'ai toujours été profondément admirative des personnes qui montaient sur scène, qui avaient une belle énergie, qui avaient des messages qui t'arrivent droit au cœur, bref. Et donc, je me suis rappelé cet homme qui m'avait tendu la porte, enfin tendu la main, pardon. Je l'ai rappelé en septembre, en lui disant, écoute, c'est la rentrée, c'est le temps des bonnes résolutions pour la fin de l'année. Ok, je me lance. Il me dit très bien. Et dans la foulée, je me suis retrouvée embarquée et dans un groupe qui faisait des lives sur Facebook. Et troisième position sur une journée qui était organisée avec plein de conférences. Et là, mais je rentrais dans un trou de furie. Il était mal, complètement stressé. Mais il a bien fallu se lâcher. J'ai commencé par des lives. Le premier, une catastrophe, mon téléphone qui tombe, qui éteint, bref, je bafoue, l'horreur. Et tout le monde m'a encouragé. Tout le monde m'a dit non, mais ok, c'est pas génial, génial, mais c'est le premier pas qui compte, c'est super, on continue, la semaine prochaine ça va être mieux, tu vas préparer le truc, tu vas te traîner avant, etc. Et effectivement, la deuxième tentative, mieux, la troisième encore mieux. Et on est arrivé au jour de cet événement. Et en même temps, pendant ces mois de préparation, parce que ça a quand même duré 3-4 mois, j'ai été contactée par France 2 pour participer à ce concours d'éloquence sur France 2. Et au début, évidemment, pareil, j'ai refusé. Alors là, parce que je ne voulais pas passer à la télé, puisque ça, je l'avais déjà fait avec le documentaire, mais c'était plus cette histoire de télé-réalité. Je ne voulais pas être associée à un truc de niveau radio pâquerette ou une notion plus ridicule qu'autre chose. Et donc, j'ai refusé. Il me rappelait, 10 jours après, en me disant non, mais vraiment, on adorerait me avoir. Je leur disais non, non, en ce moment, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et par hasard, ma prof de conférence avait été informée de cet événement et a passé à moi. Et elle a appris que j'avais été captée, que j'avais refusé. Donc elle m'a appelé derrière, elle m'a dit mais Virginie, il faut que tu le fasses. Ok, je me suis laissée dans la voiture et j'ai connais la suite. Génial. Mais en fait, c'est super parce qu'il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que la vie, et je comprends de dire c'est peut-être quelque chose qui va dévaloriser ton image, enfin, votre image et l'image des personnes qui atteintes de handicap ou autres. Mais ce que je trouve génial, c'est
c'est arrivé à l'oreille de votre prof de conférence. Oui. Et là, elle a dit non, 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 tu ne peux pas renoncer. Il faut y aller. Exactement, mais c'est elle qui m'a convaincue parce que elle m'a dit non, mais c'est un projet très sérieux, c'est vraiment une équipe bien, je le connais, j'ai déjà travaillé avec eux. Donc, je me suis dit, ok, je vais en confiance. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir dans son entourage des personnes en qui on peut avoir confiance. Et c'est un cadeau d'avoir des gens de cette qualité qui tendent la main. Mais c'est pas seulement de tendre la main, parce que ce que vous avez fait, ce qui est aussi incroyable, c'est de la prendre, cette main. Mm. Il y a beaucoup de personnes qui tendent des mains et par peur de l'autre, on se dit non, c'est pas pour moi. Et ça, c'est dans votre parcours ce que je trouve juste waouh. Et quand j'ai entendu pour la première fois votre conférence sur France 2, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler parce que je me suis dit waouh. Parfois, on doute, on s'invente des excuses et on a tout. Et là, je me dis mais c'est quoi ton excuse à toi de ne pas oser quand quelqu'un comme Virginie fait un truc pas improbable, mais qu'on disait à l'époque impossible. Donc, merci pour ce bel exemple, parce que c'est juste magique. C'est gentil, merci. Alors que j'ai envie de vous dire pour rassurer toutes les personnes qui se disent oui, non, mais elle a eu de la chance, non, mais c'est parce que c'est elle. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être la même chose pour tout le monde. En fait, pour oser, s'autoriser à oser et arrêter de se chercher des excuses, il faut savoir où se ne rêve et quelles sont les étapes pour y arriver. Et à partir du moment où on a un rêve en tête, toutes les opportunités de réaliser ce rêve doivent être prises sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, arrêter absolument de se trouver des excuses. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, la vie nous veut du bien. Alors, même si parfois on a l'impression qu'on nous donne des claques, qu'elle nous met des bateaux dans les rues, qu'elle nous pourrit la vie avec un handicap, une maladie, un accident, un divorce, un licenciement, un burn-out, etc. En fait, la vie essaye de nous faire prendre conscience de qui nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes, pour ensuite nous permettre d'être heureux. Et c'est un beau chemin, celui que vous avez entrepris, parce qu'en fait, devenir l'artiste de sa vie, qui est la thématique de l'émission, c'est s'autoriser à. Quelles que soient les circonstances, les parcours de vie, ça peut être, comme vous disiez, un licenciement, un burn-out, un divorce. La principale chose dont vous parlez aussi beaucoup, c'est la persévérance, réussir votre dépassement, vous autoriser à aller à l'encontre de tout ce que les médecins disaient à l'époque, c'est, comment dirais-je, il y a une petite Virginie là-dedans qui a juste des rêves énormes, une envie incroyable et surtout cette niaque de dire, parce qu'aujourd'hui vous ne le faites pas que pour vous, c'est aussi pour dire à d'autres, vous avez créé une société pour accompagner les personnes en situation de handicap, pour dire, c'est pas parce que vous êtes mis dans une case, parce que c'est juste ça en fait d'être handicapé, on met une étiquette, voilà, sur quelqu'un. Et donc vous intervenez pour les accompagner dans leur dépassement d'eux-mêmes, ou c'est aussi d'être accepté dans le monde du travail? Alors oui, effectivement, j'aide les personnes en situation de handicap, mais pas seulement.
J'ai la demande un petit peu plus large, donc je me permets de faire une parenthèse. Ça Tout à veut dire que vraiment, toutes les personnes qui ont un handicap réel, ou dans la tête. fait. Donc, je dis réel, c'est celui qui est reconnu médicalement. Et dans la tête, c'est toutes les personnes qui ont des croyances, des peurs, des freins qui les empêchent de devenir la meilleure version d'elle-même. Et donc, j'accompagne également énormément de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de personnes en fait qui ont des objectifs très ambitieux, des rêves, qui veulent les tutoyer les étoiles pour les aider sur ces chemins, en fait, entre guillemets, servir de plier pour les accompagner sur cette voie parce qu'ils ont une personne à côté d'eux qui croient aussi, qui croient en eux, qui veulent nous encourager, qui veulent nous motiver et avec qui ils peuvent réfléchir aussi pour trouver le chemin et réussir. Donc, ça c'est ma petite parenthèse. Donc, pour les personnes en situation de handicap proprement dite, oui, je vais les accompagner à la fois sur la partie personnelle et à la fois sur la partie professionnelle. Sur la partie personnelle, pour les aider à trouver leur mode d'emploi. C'est-à-dire comment elles fonctionnent, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs peurs, et quelles sont les choses qu'elles peuvent mettre au service des autres. Et sur la partie professionnelle, les aider finalement à avoir confiance en elles pour aller chercher des responsabilités, aller chercher des opportunités d'évolution, etc. Ici, la société dans laquelle elles sont, soit société au sens propre du terme, entreprise, soit le cadre dans lequel il faut permettre professionnellement les empêche d'atteindre leurs objectifs ou leurs ambitions. Je vais les aider à construire ce cadre pour justement aller jusqu'au bout de leurs ambitions, de leurs rêves, de leurs projets. Merci. Et c'est important parce qu'en fait, la méconnaissance d'un handicap, quel qu'il soit, met forcément des freins. Exactement. Alors, il y a la méconnaissance, il y a la peur, et il y a toutes les étiquettes qu'on colle derrière un handicap. Donc, il y a méconnaissance, mais il y a au-delà préjugés. Et effectivement, le combat des personnes en situation de handicap, c'est de dépasser leurs propres préjugés, leurs propres peurs. Et ensuite, c'est de faire de la sensibilisation, c'est de montrer que les choses sont possibles et qu'on n'est pas parce qu'on a un handicap, qu'on est une personne inférieure aux autres. On est par soi-même que certaines choses supérieures. Supérieures parce qu'il nous est arrivé à trucs tellement moches, durs, compliqués, qu'on a réussi à surpasser, que franchement, il ne peut pas nous arriver grand-chose qu'on n'arrivera pas à gérer. Surtout dans le milieu professionnel. Il y a un mental d'acier là à l'intérieur dedans. Exactement, c'est une question de force, de mindset, de philosophie de vie. On va relativiser beaucoup de choses, on va se dire, ok, on ne peut pas faire comme ça, mais rien ne peut de trouver une autre manière de faire. C'est exactement comme quand vous souhaitez grimper le Kilimanjaro. Vous avez un seul chemin, mais vous avez plusieurs versions. Et c'est à vous de trouver celui qui vous correspond à vous. C'est important. Vous dire que c'est le chemin. Mais en fait, pour la personne handicapée, c'est d'arriver au chemin au même niveau que les autres, mais avec sa place unitaire. Et non seulement il y a plusieurs versants et plusieurs chemins, mais chacun son rythme. Exactement. Chacun son rythme. Parce que dans ce que vous expliquez, 20 ans d'orthophonie, c'est juste énorme. Et en même temps, sur 100 ans, on va dire sur 80 ans, 20 ans, c'est beaucoup. Mais à l'échelle d'une vie, finalement, bravo et heureusement que cette petite fille avait suffisamment d'amour pour elle-même pour aller au-delà des préjugés. Alors, même ça, ce n'était pas forcément garanti parce qu'il y avait honte.
de mon handicap. Je ne peux pas le cacher, je le déguisais et je n'assumais pas du tout ma vulnérabilité. Mais aujourd'hui, c'est cet amour de vous qui vous a permis d'aller bien au-delà du sommet du Kilimandjaro. Complètement. Complètement. Mais en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la vie est bien faite. Plus on a d'ego, plus finalement les choses vont être difficiles et venir demander de la force, de la persévérance, etc. Jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Donc on va lâcher prise. Et c'est quand on lâche prise que la magie opère. Quand je dis, bon, de toute façon, je suis brisée là, vous n'êtes plus d'ego. Ok, je suis nulle, je suis vulnérable, ok, je suis une sous-merde, et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Et c'est à partir, en fait, du moment où je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il y a de positif chez moi? Qu'est-ce qu'il y a de fort, de brillant, d'utile chez moi? Qu'on peut commencer à construire quelque chose. Donc, je construis en résistance, en se disant, oui, j'ai un handicap, et alors, je vais y arriver comme les autres. Oui, je suis différent, mais je vais être la plus forte, la plus belle, la plus nanana. C'est moi qui vais gagner de l'argent, machin. C'est très bien, parce qu'en fait, ça va nous obliger à aller chercher des plans B, des machins, à ne jamais rien lâcher. Sauf qu'en termes d'énergie, c'est très destructeur. Parce qu'en fait, on se met à soi-même, on fait des choix qui ne sont pas les nôtres en temps normal. On se trahit même, parce qu'on fait des choix qui sont à l'encontre de ce qu'on aime vraiment. Typiquement, je suis une personne extrêmement généreuse, bienveillante, douce, gentille. Mais en fait, à force de me prendre des raclées, des barrières, des râteux, des choses comme ça, j'étais devenue beaucoup plus dure sur la défensive et je ne supportais plus qu'on me tienne à mon négatif. Et je prenais tout personnellement. Donc en fait, ça avait développé chez moi quelque chose de vraiment assez noir, assez violent intérieurement. Alors évidemment, je n'ai jamais fait de mal à personne, mais je voulais les gens, quand il y avait vraiment une énergie très négative. Et le fait d'accepter, de me dire, ok, bon, bah, là, je vais déployer les armes. J'arrive plus. Trop compliqué. Je ne sais plus qui je suis. Le fait d'aller chercher justement des réponses à qui je suis. Pourquoi je suis sur cette terre avec un handicap comme Nina, qui n'est quand même pas un handicap qui fait rêver. Comment je fais pour être heureuse? Comment je fais pour être bien avec moi-même, être bien avec les autres, trouver ma place? Et c'est à partir de là, en fait, que la magie opère. Mais que je dis, en fait, la réponse, c'est se connaître soi. Savoir qui nous fait vibrer, savoir qui nous tire vers nous, nous donne envie. Donc, par exemple, j'aime apprendre, j'aime rencontrer. Quand on est sûr, c'est pas forcément nous qu'on va choisir comme commercial d'une entreprise, hein, on est d'accord. Et pourtant, c'est ça qui fait ma force. Alors Virginie, j'allais vous demander, comme vous dites, ça demande beaucoup d'énergie. Comment vous vous ressourcez? Où vous allez puiser cette énergie du coup aujourd'hui? Alors déjà, quand j'en ai besoin, je fais de la méditation. Je fais beaucoup la respiration de pleine conscience. Donc, c'est, voilà, prendre un moment pour moi quand j'en ai besoin. Je suis aussi très en contact avec la nature.
J'adore la nature, les éléments, la mer, la montagne, les animaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin d'avoir autour de moi. Donc un jardin, une vue, un endroit où je peux me promener. Voilà. Qu'est-ce qui me ressource? Oui, évidemment, passer du temps avec ceux que j'aime, ceux que j'aime de ma vie, mes enfants, mes animaux, des amis. La nature me ressource aussi, me fait du bien, me recharge en énergie. Parce que parfois je vais lire des livres de développement personnel, je vais relire des parties par rapport à des choses que je suis en train de vivre à anecdoter. Par exemple, cette notion de lâcher prise. Avec la crise, on a plus ou moins tous, quand on est à notre compte, eu cette période où tous les contrats étaient annulés, où le client n'y a pas nous disant je suis désolé, en ce moment c'est l'horaire à la maison, je fais télétravail, école à la maison, et je n'ai plus le temps de faire de quotidien avec vous. Tous les événements sont annulés évidemment jusqu'à septembre minimum. Donc c'est comment réagir par rapport à ça émotionnellement. Donc voilà, relire des livres, travaille aussi sur cette notion d'intensité émotionnelle. C'est-à-dire que moi, comme beaucoup de personnes, je suis hypersensible. Je suis quelqu'un de très émotionnel par nature. Et donc, quand on apprend à se connaître, on apprend aussi les signaux qui font qu'on va basculer sur quelque chose qui va nous popper énormément d'énergie ou pas. C'est quand je vois que, par exemple, il y a une situation qui me met en colère, moi, je vais mettre en place des choses qui me font du bien avant d'arriver vraiment à être très, très en colère. Comme si je reste en fait sur une fourchette d'énergie où émotionnellement, je suis stable. Mais je n'ai pas non plus le montagne russe. J'essaye de limiter en fait les courbes, la hauteur de la courbe. Et ça, c'est un exercice que j'ai appris il y a quelques années qui m'a choqué, par exemple. Que voilà, comment je garde, je me recharge en énergie. Merci Virginie. Alors, de tout ce parcours, aujourd'hui, de quoi vous êtes le plus fier? Alors, je pense que ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir, en fait, c'est deux choses. Un, avoir aligné ma vie comme je l'ai souhaité pour être épanouie. Donc, vie sentimentale, lieu de vie, vie professionnelle, vie personnelle, ma place de femme, tout ça. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, au travers de ma vie, démontré que le handicap était une étiquette qui n'existait pas. Alors, elle est une réalité de vie puisqu'on la vit tous les jours, mais en revanche, ce n'est pas elle qui va écrire notre destin à notre place. J'ai eu la chance dans ma vie de faire plusieurs métiers. À chaque métier, j'ai appris des choses, j'ai été plus ou moins bonne, mais il me tous apporté quelque chose. Et aujourd'hui, il me dit, demain, encore que j'ai un métier, c'est possible. Je peux changer de rêve, c'est possible. Ce n'est pas mon handicap qui va m'en empêcher. Et je pense que pour moi, c'est une fierté particulière dans le sens où, quand j'en ai mal, j'ai cherché des modèles de référence. Et je n'en ai pas trouvé. Et j'aurais tellement aimé, à ce moment-là, rencontrer une personne avec un handicap, peu importe lequel, me dire, mais ta vie n'est pas encore dessinée.
C'est à toi de la dessiner comme tu en as envie. Et c'est possible. Et arrête d'écouter les gens qui te disent que ça ne l'est pas. C'est possible, il suffit que toi, tu crois en toi et que tu mettes l'énergie pour que ça marche. Et dans tout ce parcours, la plus belle rencontre que vous ayez faite, il y en a peut-être plusieurs, mais la plus, j'allais dire, je ne sais pas si c'était détonnante, mais la plus, voilà, celle qui vous a marqué le plus en termes de rencontres dans tout ce parcours. On ne peut pas réduire à une rencontre. J'en ai eu plusieurs, j'en ai deux qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est cet avocat qui un jour m'a dit « ton handicap est ta force ». Franchement, sur le coup, je l'ai assez mal vécu, je me suis dit mais quelle enfoiré, en fait, il ne comprend pas du tout ma vie, il ne comprend pas les galères dans lesquelles je suis, parce que lui, évidemment, il n'avait pas de handicap. Mais il avait une fille qui en avait un. Et lui, en fait, était évidemment plus connu. Et il avait vu des choses qu'on ne voyait pas encore à cet âge-là. Tout ça, c'est une phrase, en fait, qui est restée dans ma tête pendant des années. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, pourquoi ça me travaille autant? Aujourd'hui, il y a la réponse. Parce qu'il avait raison, c'était par là qu'il fallait aller chercher. Et la deuxième rencontre, c'est Martha la Tulipe. Parce que je le connais aussi. J'ai adoré sa bienveillance, j'ai adoré son ouverture d'esprit, sa générosité, sa capacité à donner sa chance à des personnes qui montent sur scène pour la première fois, la puissance de ses enseignements, et en fait, il m'a donné un certain nombre de clés qui m'ont permis justement d'aller tutoyer les étoiles. Et en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est de voir qu'il arrivait à rassembler autour de lui autant de personnes qui partaient finalement de rien, ou qui partaient même avec un handicap, donc des femmes seules, avec des enfants qui n'avaient pas d'argent, qui se retrouvaient jetées à la rue, des personnes qui avaient des handicaps, des personnes qui étaient en burn-out, en dépression, etc. Et à chaque fois, toutes les personnes qui se sont accrochées sont des personnes qui sont allées très loin professionnellement. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'énergie d'aller oser, d'aller accepter des opportunités qui me paraissaient bien trop grandes pour moi. Et j'allais dire aussi, dans le fait de devenir l'artiste de sa vie, c'est d'être allé à votre rencontre à vous. Ça aussi, c'est une jolie rencontre. Merci. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais quand on travaille sur soi, il y a plein de gens sur le chemin, mais c'est déjà le cadeau, c'est de se le faire à soi, d'aller vraiment regarder en nous. Parce que quand on dit, quand on fait de l'accompagnement et qu'on dit toutes les ressources sont là, les gens vont toujours chercher dehors. Et en fait, c'est ce qu'a dit cet avocat, ton handicap, c'est ta force de dire, mais pourquoi il me dit ça? Mais oui, parce que c'était là en fait. Oui, mais le truc, c'est que, en fait, on ne comprend pas le guide pour accéder à nos ressources. Et parfois, on a besoin d'avoir une personne qui nous prenne par la main et nous montre le chemin. Après, on le fait tout seul, mais on a eu besoin, en fait, qu'on nous ouvre la porte vers l'intérieur de nous-mêmes et vers cette version positive, constructive, magnifique qu'on a en nous. En fait, on a chacun des trésors en nous, mais qu'on ignore. Tout à fait. Alors juste avant de conclure, parce que je vois que l'heure tourne, je voulais revenir justement sur l'importance d'être, j'allais dire à l'écoute, mais en tout cas d'être conscient dans la relation, d'être juste présent à l'autre. Et je voudrais revenir quelques instants sur cette notion de cette nouveauté qui sont les masques inclusifs, à quel point c'est indispensable
pour les personnes malentendantes ou sourdes, ou qui pensent qu'elles entendent et qui se rendent bien compte qu'en vieillissant, ça ne marche plus. Donc justement, est-ce que vous êtes en contact avec la personne où il y a des... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aider ou faire en sorte justement de rendre plus accessible cette période inédite pour les personnes sourdes ou malentendantes? Alors, il faut effectivement encourager les personnes qui donnent et proposent des marques acoustiques. Pour la simple raison que ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes sourdes et malentendantes, mais également à toutes les personnes autistes qui jouent beaucoup sur le langage non verbal, même si elles ont des problèmes de relations sociales en général. Alors, je dis en général parce que c'est pas vrai pour tout le monde, c'est assez complexe l'autisme. Mais il y a toutes ces personnes-là, les enfants, qui sont dans une crèche, qui sont en train de grandir. Comment pouvez-vous grandir quand vous ne voyez plus les expressions sur un visage, quand vous ne voyez plus les émotions? Voilà. Ça, on a prouvé scientifiquement que ça pouvait créer des troubles derrière si la personne se prononçait trop longtemps. Il y avait toutes les personnes qui ont évidemment très peur quand elles vont à l'hôpital, quand elles vont dans des endroits où elles sont très angoissées. À sourire, rassurer. Comment pouvez-vous avoir accès au sourire avec un masque? Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a plein de situations où un peu tout le monde a besoin de pouvoir voir une expression du visage. Donc, il faut encourager toutes ces initiatives, les visières, les masques avec une partie du visage qu'on puisse voir quand même, etc., etc. Et surtout, je pense qu'il faut repasser toutes les situations où on a des interactions humaines à préserver. Comment faire pour que personne ne soit mis de côté lorsqu'il y a des crises? Parce que c'est justement pendant les périodes de crise que les interactions humaines sont les plus importantes et on s'aperçoit que c'est celles qui sauvent une société. Puis qu'on n'a jamais eu autant de trade, on n'a jamais eu autant de besoins de rencontres sociales que pendant cette période de confinement. Merci beaucoup Virginie. Je vois qu'il est 10h10. L'heure est vite passée. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger et merci vraiment pour cette authenticité et d'avoir pris ce temps qui est précieux pour partager avec nos spectateurs et nos auditeurs. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Bah, écoutez, je vous en prie, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, plaisir à participer à cette interview. Et je vous remercie, je te remercie pour ce travail magnifique que tu fais, parce que je pense que ça va aider énormément de personnes, pas forcément avec Motomana, mais avec tout ce que tu es en train de connecter en ce moment. Donc, continue. Merci. Je t'embrasse. Merci.